vers 7h36 sur la première. On les appelle les whistleblowers aux États-Unis, les lanceurs d'alerte en français. L'un d'entre eux, Bradley Birkenfeld, a décroché le gros lot, plus de 100 millions de dollars de récompenses de la part du fisc américain pour son rôle joué dans l'affaire UBS. Il est à l'origine des informations sur l'aide à l'évasion fiscale apportée à des clients américains reconnus aux États-Unis. Ces whistleblowers, où ils peuvent être largement récompensés, on vient d'en voir l'illustration. Les donneurs d'alerte n'ont de loin pas la même image en Suisse, par exemple, et surtout aujourd'hui, rien ne les protège légalement. Pour en parler, le plaisir d'accueillir quelqu'un qui s'est penché sur la question, c'est vous, Jean-Christophe Schwab. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans notre studio de Berne ce matin. Vous êtes en session, conseiller national socialiste vaudois. Vous êtes plusieurs fois engagé, Jean-Christophe Schwab, politiquement pour une meilleure protection de ces lanceurs d'alerte. D'abord, un mot de réaction sur cette somme, 104 millions de dollars très exactement de récompense pour M. Birkenfeld. Normal ou choquant ? Bon, c'est au mieux déroutant, au pire effectivement choquant, mais je crois qu'on peut difficilement comparer les systèmes juridiques européens et nord-américains. Là, on est vraiment dans le cas d'un système qui pratique la récompense. On pense tout de suite aux chasseurs de primes de Lucky Luke. Puis, au-delà de la caricature, je crois qu'il y a vraiment aux États-Unis cette culture de récompenser les héros, entre guillemets, à coup de grosses récompenses. Et là, je dois dire qu'une récompense pareille, ça dépasse l'entendement. Je pense qu'on peut sérieusement se poser la question sur l'intérêt que poursuivait le dénonciateur. Au fond, il n'a probablement pas voulu servir l'intérêt général, il a plutôt voulu servir ses propres intérêts. Et ça, c'est très gênant. Et je pense que là, on est clairement dans le cadre d'une dérive de la protection des lanceurs d'alerte. En même temps, il a fait gagner 5 milliards, il a rapporté 5 milliards d'impôts non payés à l'époque à l'IRS, au fisc américain. 100 millions, il y a un bon retour sur investissement. Ouais, mais je crois que justement, il ne faut pas raisonner en termes de retour sur investissement. Les gens qui veulent dénoncer des faits répréhensibles et qui ont raison de le faire, ils doivent le faire de bonne foi, ils doivent le faire pour protéger un intérêt général. Ils ne doivent pas le faire pour protéger un intérêt privé, à plus forte raison si cet intérêt est vraiment de s'enrichir. Et là, on est vraiment face à l'intérêt d'une personne qui veut s'enrichir. C'est pas 1000 dollars de récompense, c'est de quoi être à l'abri du besoin et même mieux jusqu'à la fin de ses jours. Et ça, il a fait de la prison quand même. Il ne pouvait peut-être pas s'attendre à ce qu'on lui donne cette somme. Il y a quand même peut-être un happy end pour lui. Bon, happy end, probablement que lui est très content. Je pense qu'on le serait à moins, mais il n'en demeure pas moins qu'on a de sérieux doutes sur la bonne foi qu'il animait lorsqu'il a voulu dénoncer. Alors certes, il a fait œuvre de salut public en dénonçant des fraudeurs au fisc, parce que la fraude fiscale, c'est un crime grave, c'est un crime dont les victimes sont tous les autres contribuables honnêtes. Au fond, ce sont les infrastructures publiques et le bon fonctionnement des institutions qui en pâtissent, et c'est très important de le dénoncer et de le traquer. Mais encore une fois, la dénonciation, le fait de signaler des faits répréhensibles, ça doit être fait de bonne foi, ça doit être fait pour servir l'intérêt général. Et quand au final, on espère une récompense alors qu'elle soit de 10 000 ou de 100 millions de dollars, on peut difficilement penser que la personne voulait vraiment servir l'intérêt général. On peut la soupçonner, et j'ai de fortes raisons de penser que c'est le cas, qu'au fond, elle visait d'abord à remplir son propre porte-monnaie, et ça reste extrêmement choquant. Alors, ces whistleblowers, vous êtes pour une meilleure protection. En Suisse, comment faire ? D'abord, est-ce qu'il faut les récompenser d'une manière ou d'une autre ? Alors, peut-être pas 100 millions de francs, mais est-ce qu'il faut leur donner un petit quelque chose au bout ? Je ne pense pas qu'il faille les récompenser parce que ce n'est pas dans notre culture. Je crois qu'en Suisse, plus généralement en Europe, une personne qui sauvegarde un intérêt public, elle doit le faire pour des motifs altruistes et pas pour s'enrichir personnellement. Maintenant, au-delà de la question de la récompense, je pense que les lanceurs d'alerte doivent être protégés de deux manières. Tout d'abord, contre le licenciement abusif. Si quelqu'un découvre sur son lieu de travail des faits répréhensibles, il doit pouvoir, d'une part, s'adresser à l'interne pour régler la situation. Et puis, si ça n'est pas possible ou si sa hiérarchie n'intervient pas, il doit pouvoir s'adresser sans risquer de licenciement à l'autorité de surveillance, voire aux médias et au grand public pour dénoncer l'affaire si elle en vaut la peine. Mais cela à condition qu'il soit de bonne foi. Comment savoir justement, comment distinguer le dénonciateur qui est de bonne foi et celui qui agit un peu comme un billard à trois bandes, quoi ? Alors, ce sera toujours des cas particuliers, mais je pense que ça va d'une part dépendre de ce qu'on dénonce. Si on dénonce
un fait répréhensible qui est considéré comme grave par le grand public, par exemple que ce soit des malversations, des fraudes fiscales, des fraudes informatiques, des images pédophiles, là il est clair qu'on est face à un délit que la société ne tolère pas, que le droit pénal réprouve, et à ce moment-là il n'y a aucun doute à avoir sur le fait que les gens qui dénoncent ce qui sont des crimes en général graves le font pour servir l'intérêt général. Alors après il y aura des zones grises. Est-ce qu'une erreur d'écriture par exemple, est-ce qu'une tentative de malversation est vraiment un crime grave? Est-ce que cela mérite d'être dénoncé, notamment au grand public? Là, il faudra voir de cas en cas. Il faudra analyser la relation que le lanceur d'alerte potentiel a avec son employeur. C'est clair que celui qui est en conflit depuis des années avec son employeur et puis qui se met à dénoncer un chef ou un collègue avec qui il a notoirement de très mauvaises relations, on pourra se dire qu'il n'est pas forcément de bonne foi et qu'il poursuit un autre intérêt que l'intérêt général. En revanche, celui qui n'a jamais eu de problème à son lieu de travail, qui apprécie ses collègues et sa hiérarchie, et puis qui tout d'un coup découvre quelque chose qui sera un peu dans la zone grise, dont on ne peut pas dire de manière immédiate et évidente que c'est un crime grave, mais dont on peut se douter au fond que la loi et la morale le réprouvent. Alors à ce moment-là, on aura plutôt tendance à penser que cette personne est de bonne foi et qu'elle le fait non pas pour sauvegarder ses propres intérêts, mais pour protéger un intérêt public. Bon, c'est assez ténu quand même, il faut être assez fin dans l'appréciation des faits, Jean-Christophe Schwab. Depuis l'affaire UBS, les entreprises ont mis en place, certaines entreprises, certains systèmes d'alerte interne, quelques-unes. Est-ce que ces systèmes que vous connaissez en Suisse, par exemple, vous semblent crédibles? Alors moi, je pense que ce genre de systèmes sont nécessaires pour deux raisons. D'une part, pour revenir sur ce qu'on disait avant, au fond, une instance indépendante interne, elle sera en mesure de dire si ce qu'on souhaite dénoncer est vraiment quelque chose de répréhensible. Tout le monde ne peut pas être juriste, tout le monde ne peut pas être spécialiste du droit pénal ou du droit de la surveillance, ce qui fait que lorsqu'on a un doute sur un fait répréhensible, si on a une instance indépendante de contrôle qui, elle, pourra analyser la situation un petit peu plus en détail avec des spécialistes compétents, elle pourra dire oui, ça mérite d'être dénoncé, ou alors non, c'est pas aussi grave qu'on pouvait le penser. Puis l'autre aspect, c'est l'indépendance de ces instances, parce que souvent, si vous vous adressez à votre hiérarchie lorsque vous souhaitez dénoncer quelque chose, si la hiérarchie n'est pas mêlée dans les faits répréhensibles que vous dénoncez, il n'y aura pas de problème. En revanche, si la hiérarchie est pour une raison ou pour une autre mêlée, si elle est elle-même impliquée, ou si elle souhaite couvrir quelqu'un, ou si elle va devoir trancher entre deux collaborateurs sans vraiment pouvoir faire la part des choses, il y a de fortes chances que l'affaire soit enterrée, mise au tiroir, comme on dit, et qu'à ce moment-là, la dénonciation interne n'aille pas plus loin. Avec une instance indépendante, on peut avoir un début de garantie au fond que l'affaire sera au moins examinée et, le cas échéant, traitée si c'est nécessaire.